L'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux a rendu les fake news plus présentes que jamais dans notre quotidien, au point qu'il est aujourd'hui impossible de ne pas y être confronté. En pleine construction de son identité, l'adolescent peut être particulièrement sensible aux théories parfois fantasmatiques qu'elle colporte. Alors comment l'en protéger ou l'aider à prendre le recul critique nécessaire ? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités du jour. Bonjour Denis Crelotte. Bonjour. Vous êtes formateur en travail social. Et bonjour Joël Bourquin. Bonjour. Vous êtes référent laïcité et citoyenneté à la direction territoriale et de la protection judiciaire jeunesse. Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'une fake news ? Alors, qu'est-ce qu'une fake news ? Fake news, en fait, littéralement, c'est une fausse information. Donc, c'est un terme qui a connu beaucoup d'utilisation depuis une dizaine d'années et qui a été particulièrement utilisé lors des élections américaines. C'est un terme qui était mis à la mode certainement via le phénomène Trump, la campagne électorale qui a précédé l'élection de Donald Trump. Et c'est un phénomène qu'on voit s'amplifier ? C'est difficile à dire. En fait, fake news, en fait, c'est un terme qui vient finalement dans la continuité d'autres termes, au terme de conspiration, le terme de manipulation. En fait, c'est une traduction anglo-saxonne d'un phénomène qui était déjà finalement assez ancien en réalité. Denis Crelotte, c'est un phénomène qui a toujours existé ? Oui, bien sûr. La recherche de la manipulation de l'information pour accéder à une parole publique qui va dans un sens, ça a toujours été. Je vais vous donner deux exemples de ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations, vous allez comprendre. Le nuage de Tchernobyl en 1986, il s'est arrêté à la frontière française. C'est une fake news, on dirait, à l'époque on ne disait pas ça, c'est un mensonge d'État. Pareil, quand en 2003, Colin Powell, qui était secrétaire d'État américain, voulait absolument envahir l'Irak, il a essayé de convaincre tous les alliés des États-Unis qu'il y avait des armes de destruction massive. Et il a brandi une fiole qui contenait de l'eau en disant que c'était la preuve comme quoi il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et c'est comme ça que les États-Unis ont envahi l'Irak avec les conséquences qu'on sait et qu'on gère encore maintenant. Donc la fake news, c'est une manière moderne d'appeler la manipulation, le mensonge, voilà. Simplement, ça s'est développé. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que tout le monde peut devenir producteur de fake news ou relais de fake news. C'est ça qui est important. C'est l'audience et le type de production qui est plus important à percevoir. Avec notamment les réseaux sociaux qui sont démocratisés. Oui. C'est net, les réseaux sociaux sont un outil de propagation comme un outil de connaissance. Le problème, c'est que dans les réseaux sociaux, vous avez le meilleur et le pire. Et qu'il faut avoir une forme d'éducation pour hiérarchiser les éléments qui sont intéressants, des éléments qui sont inintéressants, voire destructeurs pour les personnes. Joël Bourquin, les réseaux sociaux, c'est un outil qui est dangereux pour les fake news ? On ne peut pas caricaturer. Je pense que ce serait justement caricaturer que de présenter ça comme ça. En fait, c'est la caisse de résonance qui a changé. Comme le disait Denis, les fake news ou les fausses informations ont toujours existé. Il y a des faits historiques qui viennent le démontrer, parce que les exemples qui ont été pris par Denis sont plutôt contemporains, mais anciennement, il y en avait d'autres. On considère que la fake news, en fait, la genèse de la fake news, c'est le protocole des sages de Sion. En fait, c'est à la base du discours antisémite, en fait. C'est-à-dire, c'est un faux document qui a été présenté comme un document véritable qui visait à créer l'émergence d'un État juif, etc. Donc, en fait, on retrouvera toujours souvent dans les fake news cette référence-là. C'est un peu l'élément matrice. Et après, ça a pris différentes formes, avec des canaux officiels, les canaux diplomatiques, les canaux politiques, les informations dites classiques, traditionnelles, le journal papier, etc. Effectivement, l'émergence des réseaux sociaux ont apporté en fait une complexité considérable du fait de la multiplication de tous les canaux possibles. On parle des réseaux sociaux, ce sont les écrans,
mais la multiplication des écrans dans l'espace commun, dans l'espace public, dans l'espace privé, et avec aussi les capacités techniques qui permettent maintenant à n'importe quel individu de pouvoir être à l'origine, relayé, voire initié de fausses informations. Mais alors, c'est ça en fait qui... Alors, il faut être attentif au support qui n'est qu'un outil technique, technologique, de l'usage qui en est fait. C'est comme une voiture, si on devait utiliser une métaphore, une voiture, vous décidez ou pas d'accepter les règles du code de la route, vous pouvez en faire un usage détourné via un excès de vitesse, etc. Et c'est un peu, même si on devait faire une métaphore, c'est à peu près la même chose. Le réseau social, c'est un moyen de communication. Pour nous, si je peux me permettre, l'enjeu principal, c'est pas de condamner les réseaux sociaux, c'est de donner des outils, j'allais presque dire des armes intellectuelles pour délimiter les vraies et les fausses informations. Oui, et surtout avoir des éléments de comparaison et de hiérarchisation. Mais on fait comment? Alors, on se fie uniquement à la vieille méthode, les journaux papier, les journaux télévisés? On fait comment? Non. Le sujet, il est intimement lié à l'éducation, aux médias et à l'information. Oui. En fait, c'est une question fondamentalement démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous utilisez le fait d'utiliser, par exemple, fausse et vraie information, vous utilisez, je crois, le terme fausse et vraie information. En fait, il n'y a pas de vraies et de fausses informations. Il y a des informations qui sont vérifiables, qui sont étayables. Il y a des informations qui peuvent être à des desseins clairement conspirationnistes, détournés, etc. Et en fait, il y a des informations qui sont objectives ou qui le sont moins. Après, il y a du mensonge éhonté ou du mensonge formaté. Et c'est ça, en fait, qu'il faut être capable de décrypter. En fait, quand vous achetez, caricaturalement, quand vous achetez certains journaux avant, vous savez que vous avez des orientations politiques clairement établies. Vous achetez l'Humanité, vous saviez que vous étiez le relais du Parti communiste. Vous aviez le journal Le Monde, vous aviez le journal Le Figaro, etc. Donc, vous connaissiez les tendances de tel ou tel média que vous utilisiez. Désormais, c'est beaucoup plus complexe. Face au foisonnement, à la vague d'informations en continu, en permanence, les chaînes en continu, etc. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de parler de fausses et de vraies informations, c'est de permettre à la personne qui va être en contact avec cette information, ce flot d'informations, d'être capable d'en décrypter un certain nombre d'éléments. Et en particulier, la notion de subjectivité, d'objectivité, d'aller vérifier les sources, sachant que c'est très compliqué. Donc ça relève d'une vraie éducation aux médias et à l'information. Là, on parle d'objectivité et de subjectivité. Denis Crelotte, quand on a des fausses informations, clairement des fausses informations, comment on peut expliquer que des individus prennent du plaisir justement à donner des fausses informations? Alors, il y a un élément qu'il faut absolument retenir de notre intervention, c'est la question de chercher la source. Nous sommes dans une période où nous sommes complètement bombardés d'informations diverses et variées. Et donc, pour s'y retrouver, il faut chercher la source. Il y a un proverbe qui dit « Cessons la course, cherchons la source. Nous devenons des sourciers de l'information. » Alors que d'autres cherchent à être des sorciers de l'information, c'est-à-dire de tordre la réalité pour nous emmener dans des directions qui ne vont pas. Nous avons travaillé avec des adolescents, et donc il y a une vraie jouissance à être producteur d'informations, à diffuser son opinion, surtout si elle est extrême, surtout s'il y a en plus, j'allais dire, si c'est chargé au niveau émotionnel. Et donc, il y a des personnes qui, sciemment, le font sciemment, soit pour des raisons, par exemple, financières, donnent des fausses informations, soit ils le font pour se valoriser, en quelque sorte, soit ils le font en méconnaissance, parce qu'ils n'ont pas cherché la source des informations. Donc, ils se font le relais de manipulation qui ont été montés par d'autres. Justement, on parlait des adolescents, je reviens vers vous, Joël Bourquin. Est-ce que les adolescents sont un public très sensible aux fake news? Alors moi, je ne caricaturerais pas justement le fait que les adolescents seraient le plus
pur produit. Je pense que c'est un phénomène qui touche largement aussi les adultes, jeunes adultes. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être, ça interroge plus le rapport justement aux réseaux sociaux, aux écrans, qui est peut-être plus particulier, plus fort chez les adolescents. Voilà, on sait très bien que les réseaux sociaux sont très appréciés, mais je ne cantonnerai pas ça à la problématique uniquement adolescente. C'est un biais. Je pense que les adolescents, la difficulté, c'est que peut-être ils auraient besoin, justement, c'est ce qu'on essaie d'évoquer tout à l'heure, d'être préparés, d'être éduqués à l'usage immodéré qu'ils peuvent avoir. Et justement, on les prépare comment? On les éduque comment? Ça passe à l'école? Je pense que l'éducation nationale a un rôle majeur, et c'est vrai qu'on peut s'étonner alors certainement les profs le font, mais on peut s'étonner du fait que peut-être il n'existe pas une matière à part entière. Alors il y a des ressources qui sont importantes à l'éducation nationale, le réseau Canopé, etc. Je pense que les professionnels commencent à s'emparer, voire s'emparent du sujet depuis très longtemps. On pourrait citer un documentaire qui est très utilisé dans la communauté éducative, on vous le proposera, à savoir Le complotisme, les chats. C'est une série que vous trouvez facilement sur YouTube. C'est l'œuvre d'une professeure de français de Bondy qui a fait un travail remarquable sur la sensibilisation aux mécaniques complotistes. Peut-être qu'on pourra le mettre en référence. Et c'est vrai qu'il y a des professeurs, je pense des enseignants, qui essaient de travailler sur cette dimension de travail, de recherche. C'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge. Je crois que c'est clair, on est sur un enjeu d'éducation, mais d'éducation large, d'éducation populaire pour moi, d'éducation qui va au-delà d'éducation nationale. Il y a des outils tout à fait intéressants. On a parlé de la vidéo des chats parce qu'elle a été élaborée par des jeunes dans un cadre professionnel à l'éducation nationale, et ils se sont rendus compte, les jeunes, une fois qu'ils l'avaient mis sur les réseaux sociaux, alors que c'était un gag absolu, il s'agissait de prouver que les chats étaient d'origine extraterrestre, qu'elle était tellement bien faite qu'ils ont eu des milliers de gens qui l'ont relayée. Et là, ils se sont rendus compte de la puissance et aussi de l'absurdité des réseaux sociaux. Donc rien ne vaut la question de l'expérimentation. Sur les théories complotistes, il y a des profs, je lisais un article, qui ont arrêté d'avoir, j'allais dire, des combats pédagogiques avec des enfants qui leur soutenaient que la Terre était plate, qui leur soutenaient que l'homme n'avait pas marché sur la Lune, enfin qui sont j'allais dire, les théories complotistes un peu habituelles. Ils ont arrêté, j'allais dire, ce combat, parce que même quand ils le gagnaient, ils avaient l'impression qu'ils avaient perdu leur temps aussi, et puis que le jeune était humilié et ça servait à rien. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'on fait aussi à la protection judiciaire de la jeunesse, c'est la pédagogie du détour. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué avec les jeunes un journal papier et aussi un journal vidéo. Et à ce moment-là, les jeunes se sont rendus compte de la difficulté d'avoir des informations fiables, et ils ont compris ce que c'était des agences de presse, et ils ont compris ce que c'est le métier de journaliste, qui est que quand on lance une information, on a une responsabilité et qu'on doit la croiser entre plusieurs types d'informations. Et si on n'a pas plusieurs sources d'informations, on la lance pas. Voilà, c'est des choses qui se ressentent aussi. Il y a un enjeu d'éducation familiale, il y a un enjeu d'accompagnement au niveau de l'éducation nationale, il y a un enjeu d'éducation populaire, il y a vraiment un enjeu d'éducation sociale sur ces questions. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des interlocuteurs ou des organismes vers lesquels on peut se tourner? Oui. Lesquels? Alors, il y a un certain nombre de sites sur lesquels, par exemple, vous avez AFP, des sites, en fait, il suffit d'aller consulter sur des sites qui visent à décrypter, à déconstruire les fake news, c'est ce qu'on appelle le fact-checking. Ouais, alors vous avez France Info, vous avez les services publics, France Inter, vous avez une séquence spécifique sur ces sujets-là, vous avez aussi sur France Info. Voilà, donc il y a une prise de conscience des médias institutionnels de la nécessité, c'est peut-être aussi une question de survie pour eux, de renvoyer aussi à une éducation, à un effort qu'ils essayent de produire pour peut-être sensibiliser l'auditeur
à décrypter et à comprendre ce qu'on disait, la source, mais pas que. Parce qu'on est dans un changement de modèle aussi économique en matière de presse. C'est-à-dire que le support papier, par exemple, moi je l'ai observé, les adolescents, sans vouloir caricaturer, je le répète, mais ont un accès très différent à la... Ils lisent de moins en moins les journaux. Voilà, absolument. La presse papier est en train de disparaître, donc elle essaie de se réinventer via la presse numérique, etc. Donc on est dans un changement de modèle de société. Et naturellement, cette période un petit peu va nécessiter à chacun va obliger chacun à repenser un petit peu son rapport à son auditeur. Et c'est vrai que ça prend peut-être du temps, c'est aussi très dynamique, hein, les événements bougent beaucoup, les chaînes d'information en continu, etc. Donc on est sur un changement de modèle qui nécessite un temps d'adaptation, mais je crois que la question centrale, c'est l'éducation aux médias. C'est l'éducation, la sensibilisation, et donc le mot de la fin, c'est faites attention aux informations que vous pouvez lire sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oui. Il faut se méfier et vérifier ses sources. Oui, puis aujourd'hui, un anonyme anti-vaccin complotiste, il est en mesure de contester sur les réseaux sociaux directement un prix Nobel de médecine. Et donc, forcément, il y a un moment, il faut mettre quelque chose en termes de hiérarchisation, c'est-à-dire c'est quoi qui est le plus important ? Et donc aussi construire et déconstruire les argumentations. Mais ça demande du temps et ça demande de l'accompagnement. En tant que travailleurs sociaux, on est obligé de réclamer de l'accompagnement par rapport aux jeunes qui sont pris dans ce flux permanent. Et parce qu'il y a les informations qui viennent des adultes, mais il y a les informations qui viennent des jeunes eux-mêmes. Et puis il y a des informations qui sont avec un niveau d'émotion et de dureté au niveau des images qui peuvent être choquantes. Et donc voilà, il y a ce travail-là, c'est une prise de conscience. Et si notre intervention peut servir à accentuer cette prise de conscience, je pense que c'est bien. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci.